Bonjour et bienvenue. Profitez de cette histoire, abonnez-vous et activez les notifications. Rebecca Moore prit une profonde inspiration avant de parler, mais il n'y avait aucune hésitation dans son regard. Le restaurant où elle était assise avec Michael était chargé de souvenirs. Anniversaire passé, petites célébrations, conversations ordinaires qui, au fil des ans, avaient tissé une routine prévisible. Pour Michael, ce n'était qu'une soirée de plus à célébrer. Pour Rebecca, c'était le moment de mettre enfin des mots sur quelque chose qui avait grandi en silence à l'intérieur d'elle. Elle ajusta sa serviette sur ses genoux, regarda son mari droit dans les yeux et, avec un calme qui contrastait violemment avec le poids de ce qu'elle s'apprêtait à dire, lui demanda s'il se souvenait de la promesse qu'il lui avait faite plusieurs mois auparavant. Michael, détendu et sans méfiance, répondit par l'affirmative, ignorant ce qui l'attendait. Il lui confirma qu'elle pouvait lui demander n'importe quoi. Rebecca marqua alors une pause théâtrale, croisa les bras et déclara fermement: Tu as promis n'importe quoi, tu te souviens? Eh bien, j'y ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé. Il souriait encore, curieux, jusqu'à ce qu'elle lâche la bombe. Les mots qui suivirent tranchèrent l'air comme une lame. Elle demanda une nuit avec Jordan Blake, un joueur de la NBA qui avait été son camarade de lycée. Elle ne le dit pas sur le ton de la plaisanterie, ni ne le déguisa en fantasme. Elle posa la proposition sur la table comme si c'était une chose anodine, un cadeau d'anniversaire légitime. Elle expliqua qu'elle l'avait croisé par hasard à l'épicerie, qu'il lui avait avoué avoir encore des sentiments pour elle, une affection qu'il avait gardée secrète toutes ces années. Elle précisa lui avoir clairement dit qu'elle était mariée, mais il avait insisté pour une seule nuit. Pour elle, souligna-t-elle, il s'agissait simplement de clore un chapitre, une part de son passé qu'elle avait besoin de résoudre pour avancer. Michael écouta chaque mot en silence. Sa première réaction ne fut pas la colère, mais l'incrédulité. Il était confronté à une scène qu'il n'aurait jamais imaginé vivre. Ce qu'elle disait démantelait des années de vie commune et transformait la confiance qu'ils avaient bâtie en un acte unilatéral. Ce n'était pas un secret découvert par accident. C'était une demande formulée en face à face, calmement, comme si c'était une chose négociable. Il comprit que pour Rebecca, leur mariage semblait assez solide pour tout supporter, même un caprice de cette ampleur. Elle poursuivit en expliquant que cela ne menacerait pas ce qu'ils avaient ensemble, que Michael était un homme sûr, fiable, prévisible, et que c'était précisément pour cela qu'elle était certaine qu'il comprendrait. Elle employait des mots qui, pour elle, sonnaient comme des justifications, mais qui, pour lui, résonnaient comme des coups. Ce qui pesait le plus lourd n'était pas seulement la demande elle-même, mais la manière dont elle parlait, avec une froideur délibérée, comme si elle avait déjà décidé que rien ne la ferait changer d'avis. Rebecca recula alors sa chaise, se leva et annonça qu'elle avait déjà fixé le rendez-vous pour le soir même. Puisqu'elle avait le droit de faire un vœu d'anniversaire, elle avait décidé de l'utiliser sur le champ. Sans lui laisser le temps de réagir, elle jeta son sac sur son épaule et sortit du restaurant avec le calme de quelqu'un se rendant à un rendez-vous de routine. Michael resta figé, le regard fixé sur son verre de vin à moitié plein et les assiettes intactes qui n'avaient plus aucun sens. Son départ n'était pas seulement la fin d'un dîner, c'était l'effondrement silencieux d'années de ce qu'il croyait être une histoire solide.
Alors que les minutes s'écoulaient, il tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Chaque souvenir de leur relation se superposait au présent, créant un collage confus de gestes, de promesses et de routines. L'image d'elle riant avec lui lors d'autres occasions spéciales contrastait violemment avec la vision d'elle s'éloignant pour retrouver un autre homme. C'était plus qu'une infidélité. C'était un message sur qui elle était et sur ce qu'elle pensait de leur mariage. Michael sentit qu'il se tenait à un tournant, quelque chose d'irréversible. À cet instant, il comprit que la vie qu'il avait connue était terminée. Il réalisa que toute réaction impulsive ne ferait qu'alimenter un cycle dont il ne voulait plus faire partie. Il resta silencieux, mais ce silence n'était pas une acceptation. C'était une décision, un choix lent mais définitif qui ne serait plus jamais le même. Et tandis que les serveurs débarrassaient les assiettes et les verres autour de lui, il commença discrètement à planifier les premiers pas d'un chemin qu'il ne connaissait pas encore, mais qui, pour la première fois depuis longtemps, serait entièrement le sien. Ce moment ne fut pas seulement le début d'une rupture, ce fut l'instant où Michael fit face à la vérité crue de son mariage, une vérité qui n'avait pas émergé à travers des disputes, des crises ou des larmes, mais à travers la formulation calme d'une demande présentée comme une trivialité. Cet anniversaire, qui aurait dû marquer une autre année ensemble, devint le point de départ d'une histoire différente. Non pas une histoire racontée à deux, mais celle de la transformation silencieuse d'un homme qui réalisa brusquement que son rôle dans ce mariage avait été réduit à un simple détail. Michael rentra chez lui en silence, comme si son propre corps avait mis le monde en sourdine pour qu'il n'entende plus que sa respiration. Ses pensées ne se formaient pas complètement, mais la décision était déjà prise en lui. Il ouvrit la porte d'entrée, traversa le salon et se dirigea directement vers la chambre. Il n'eut pas besoin de beaucoup réfléchir. C'était comme s'il savait déjà quoi faire. Il sortit une valise de taille moyenne du placard, la même qu'il utilisait pour ses voyages d'affaires des années auparavant, et commença à n'y mettre que l'essentiel. 2 jeans, quelques t-shirts, une veste, ses papiers, son ordinateur portable et, enfin, son matériel de photographie d'architecture, cet équipement qu'il avait rangé depuis que Rebecca l'avait qualifié de perte de temps. En plaçant l'appareil photo dans son sac matelassé, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de la liberté pour la première fois depuis des années. Il se rendit au bureau, se connecta à leur compte bancaire joint et transféra tout l'argent sur un compte personnel qu'il possédait mais n'utilisait que rarement. Il se connecta aux réseaux sociaux, supprima d'anciennes publications, changea les mots de passe, retira les photos de couple et effaça les traces numériques. Le processus était froid, mais pas sans cœur. Chaque clic avait un sens, une coupure nécessaire. En moins de 2 heures, sa vie en ligne n'était plus une extension de leur mariage. Il parcourut la maison, vérifiant ce qu'il devait encore prendre. Il ignora les objets sentimentaux, les cadeaux, les photos encadrées, les livres partagés. Tout ce qui représentait le nous qu'ils avaient construit fut laissé derrière. Cela appartenait à une version de lui-même qui venait de disparaître. Il prit ses clés de voiture, ferma la porte d'entrée à clé et, sans laisser de mots, sortit avec la même fermeté que Rebecca avait montré quelques heures plus tôt. Mais sa destination n'était pas un rendez-vous impulsif. C'était un nouveau départ. Il conduisit pendant des heures jusqu'à franchir la frontière de l'État. Il s'arrêta pour faire le plein, mangea un morceau sur le pouce, puis reprit la route jusqu'à atteindre Denver. C'était une ville qui l'avait toujours attiré, surtout depuis qu'il y avait reçu une offre d'emploi des mois auparavant,
une offre qu'il n'avait refusée que pour préserver la stabilité si chère à Rebecca. Maintenant, cette offre était la sortie parfaite d'une vie qu'il ne voyait plus l'intérêt d'essayer de réparer. Il contacta le responsable du studio de photographie où on lui avait offert le poste et, sans grand effort, confirma que la place était toujours disponible. Le lendemain, il avait déjà un logement et un plan d'urgence à court terme. Pendant ce temps, Rebecca rentra aux petites heures du matin, retirant ses chaussures à l'entrée pour ne pas faire de bruit. Elle appela le nom de Michael 2 fois. Pas de réponse. Le silence lui parut étrange. Elle alla dans la chambre et vit que le lit était fait, exactement comme il l'avait laissé. Elle ouvrit le placard et remarqua que des vêtements manquaient. Elle vérifia la salle de bain, le bureau, et comprit finalement que quelque chose n'allait vraiment pas. Elle prit son téléphone et envoya un message rapide. « Je suis rentrée. Où es-tu? » Elle attendit quelques minutes. Rien. Elle essaya d'appeler. La messagerie vocale. Elle envoya un autre message. « Michael, s'il te plaît, réponds-moi. » Le cœur battant, la panique montant, elle écrivit une dernière fois. « Écoute, je sais que la nuit dernière était bizarre, mais il faut que tu m'écoutes. Oui, je suis allée voir Jordan, mais nous n'avons fait que dîner. Nous avons parlé. Il ne s'est rien passé, je le jure. Je pensais que tu peux demander n'importe quoi, incluait ça. J'ai mal compris, je pensais que tu comprendrais. S'il te plaît, pardonne-moi, rentre à la maison, parlons. » Après l'avoir envoyé, elle fixa l'écran, attendant que les 2 coches bleues apparaissent, mais elles ne vinrent jamais. Les heures passèrent et son téléphone resta silencieux. Pas de réponse, pas d'accusé de lecture. Le lendemain, Rebecca se réveilla, les yeux lourds, et appela les amis les plus proches de Michael. Ils donnèrent tous la même réponse. Personne ne savait où il était. Elle appela sa mère, son frère, d'anciens collègues. Aucune piste. Elle vérifia les réseaux sociaux, les emails, le compte en banque. Vide. La réalité la frappa enfin. Michael était parti. Pas pour se calmer, pas pour prendre du recul. Il avait simplement disparu de sa vie, sans cri, sans dispute, sans laisser aucune ouverture derrière lui. Sa punition serait le silence et l'absence. Quand Michael arriva dans la nouvelle ville, il loua un appartement petit mais fonctionnel. Pas de luxe, mais assez pour recommencer. L'espace ne contenait aucun souvenir, aucun objet indésirable. C'était neutre, presque vide, et c'était exactement ce dont il avait besoin. Les premiers jours, il se jeta à corps perdu dans le travail. Le studio n'était pas grand, mais il offrait une liberté créative, et il prouva rapidement son talent. Il commença par de petites missions. Photos de façades commerciales, projets de rénovation urbaine, intérieurs pour des magazines d'architecture locaux. Bientôt, son œil technique et sa sensibilité attirèrent l'attention. Ses clichés avaient de la profondeur, un sens des proportions et une esthétique qui sortait de la norme. Alors que sa confiance grandissait à chaque travail accompli, Michael commença à développer ses propres projets. Il quitta le studio, lança sa propre entreprise, Skyline Architectural Photography, et commença à travailler directement avec des clients. Il investit dans un site web portfolio, des réseaux sociaux professionnels et une identité visuelle cohérente. Il créa un catalogue présentant des bâtiments historiques et modernes, capturant des angles inhabituels et des détails invisibles aux yeux pressés.
Le nom de l'entreprise n'avait pas été choisi au hasard. Il s'agissait de lever les yeux vers l'horizon, vers ce qui vient après la chute. Tandis que sa carrière prenait de l'ampleur, il renouait avec celui qu'il avait cessé d'être. Il retourna au vernissage, participa à des concours et fut invité à écrire des articles pour des magazines spécialisés. À chaque petite victoire, il se sentait plus complet. Pour la première fois depuis longtemps, personne n'essayait de lui couper les ailes ou de remettre en question ses désirs. L'absence de Rebecca n'était plus un vide. C'était un espace pour grandir. La douleur de cette nuit existait toujours, mais elle ne consumait plus tout. Elle était devenue une partie d'un processus. Michael comprenait maintenant qu'il avait confondu la stabilité avec la stagnation et que vivre confortablement par peur de déplaire aux autres n'avait fait que l'éloigner de lui-même. Le silence de Rebecca après son départ ne le surprit pas. Il savait que, pour elle, il serait toujours l'homme qui ne ferait rien, qui accepterait tout calmement. Mais en voici la preuve contraire. Elle avait demandé une nuit avec un autre homme. Il avait reconstruit toute sa vie et il l'avait fait sans élever la voix. Les jours passèrent et Rebecca continuait de chercher une réponse. Elle appela de nouveau la mère de Michael. Cette fois, la voix à l'autre bout du fil était sèche, différente de toutes leurs conversations précédentes. Sans hésiter, sa belle-mère lui dit qu'elle savait exactement ce qui s'était passé, que Michael lui avait tout raconté et, surtout, qu'il avait été clair sur le fait qu'il ne voulait pas être recherché. Il a demandé que tu respectes sa décision et que tu n'essaies pas de le retrouver. Il en a besoin. Les mots tombèrent comme un coup de grâce. Rebecca tenta d'argumenter, insistant sur le fait qu'il n'y avait eu aucune trahison, que tout était un malentendu. Mais sa mère répéta simplement « Il sait ce qui s'est passé » et cela suffit. Les semaines passèrent. Le silence devint une routine, jusqu'au jour où une enveloppe arriva par la poste, avec le nom d'un cabinet d'avocats comme expéditeur. À l'intérieur, elle trouva les papiers du divorce. Tout était déjà signé de sa main, avec des dates, des clauses et des conditions clairement définies. Il n'y avait ni mots, ni explications, ni marge de négociation. Elle s'assit dans le salon, les documents sur les genoux, les yeux pleins de larmes, la fierté blessée et un regret qui ne pouvait plus rien changer. Elle pleura en silence, non seulement pour la fin du mariage, mais pour avoir cru qu'elle aurait toujours le temps de réparer ce qu'elle avait détruit. À ce moment précis, elle comprit que certaines décisions coûtent bien plus cher qu'on ne l'imagine, et que certains départs n'annoncent jamais quand ils deviennent des adieux. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit au restaurant, mais le souvenir rendait encore souvent visite à Rebecca. Elle tentait d'aller de l'avant, feignait avec certains que tout allait bien et évitait de dire aux autres ce qui s'était réellement passé. Elle ne raconta jamais toute l'histoire. Ce qu'elle disait variait selon son interlocuteur, mais au fond, il y avait un vide que rien ne pouvait combler. Elle n'eut plus jamais de nouvelles de Michael jusqu'à ce vendredi matin où une amie l'appela pour lui dire qu'elle avait vu son nom dans un article sur un site web d'architecture. Michael Moore, fondateur de Skyline Architectural Photography, était le conférencier principal d'un congrès international à Atlanta. La photo montrait un homme posé, avec une barbe bien taillée, un sourire sobre et des yeux qui semblaient avoir retrouvé un but. Rebecca lut l'article en silence, la poitrine serrée, comme si elle venait de recevoir un message de quelqu'un qui était mort. Et d'une certaine manière, c'était le cas.
Elle acheta un billet pour la conférence. Elle arriva en avance, s'assit dans les rangées du milieu et ne put s'empêcher de jouer nerveusement avec ses mains. Quand Michael monta sur scène, son corps se figea. Il avait l'air différent. Sa voix était la même, mais sa présence avait changé. Il y avait en lui une force qui n'existait pas auparavant. Dans son discours, il parla de son parcours professionnel, de ses échecs et de ses nouveaux départs. Il partagea comment il avait redécouvert son amour pour la photographie après avoir perdu tout ce qu'il croyait solide. Sans citer de nom, il dit qu'il avait été trahi par quelqu'un qu'il pensait connaître et que cette rupture l'avait poussé vers la meilleure phase de sa vie. Il parla de reconstruction, d'identité et de la manière dont la douleur, bien utilisée, peut devenir la plus grande force d'une personne. Le public lui fit une ovation debout. Rebecca resta assise, la gorge sèche, le visage pâle, face à un homme qui n'appartenait plus à son histoire. Quand le discours se termina, elle se dirigea lentement vers le hall. Elle voulait lui parler, lui dire quelque chose, sans savoir quoi. Mais avant qu'elle ne puisse l'approcher, elle vit Michael apparaître de l'autre côté de la pièce. Il souriait, discutant avec deux organisateurs de l'événement. À côté de lui, se tenait une femme vêtue d'une robe claire, au regard chaleureux. C'était Olivia. Il la présenta à ses collègues comme sa fiancée et mentionna qu'elle était également sa partenaire sur plusieurs projets. Ils échangèrent des regards complices, comme des gens partageant un bon secret. Rebecca s'arrêta. Elle resta là, immobile, à tout observer. Lorsque le regard de Michael croisa le sien, il lui fit un léger signe de tête et un sourire poli, un geste qui ne disait ni bonjour, ni tu m'as manqué. C'était formel, comme si elle était une lointaine connaissance dont il se souvenait à peine. Puis, il se détourna et reprit sa conversation, s'éloignant avec Olivia dans une autre direction, comme s'il n'avait jamais été lié à la femme qu'il observait de l'autre côté de la pièce. À cet instant, Rebecca comprit que l'homme qu'elle avait détruit avec une seule phrase ne reviendrait jamais, que le Michael calme et sensible, prêt à ravaler sa peine pour préserver la paix, avait été enterré cette nuit d'anniversaire. Ce qui restait était un homme libre, épanoui et distant. Et elle, qui avait cru pouvoir contrôler les dégâts, regardait maintenant de l'extérieur la vie qui aurait pu être la sienne. Il n'y eut pas de vengeance par le scandale, pas de confrontation dramatique. La plus grande réponse de Michael avait été de disparaître, de grandir, de se reconstruire et de se présenter ici, devant tout le monde, comme une nouvelle version de lui-même, entier, heureux et inaccessible. Et là, au milieu d'une foule, Rebecca fit face à sa plus dure punition, réalisant que certains choix sont irréversibles et que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. Quelques mois après la conférence d'Atlanta, en parcourant les réseaux sociaux, Rebecca tomba sur une nouvelle qui se propageait sur tous les sites sportifs et de potins. Jordan Blake, le célèbre joueur de la NBA, avait été exposé dans une accusation collective impliquant des comportements inappropriés avec plusieurs femmes. Le scandale avait commencé lorsqu'une ancienne employée de l'équipe avait révélé que Jordan utilisait délibérément sa renommée et son influence pour cibler des femmes en couple, nourrissant un fétichisme pour les liaisons extra-conjugales. Les allégations prirent de l'ampleur à mesure que d'autres femmes se manifestèrent avec des histoires similaires, incluant des avances insistantes, des messages abusifs et des rencontres organisées sous de faux prétextes.
L'affaire devint internationale, avec des témoignages venant de différents États et même d'autres pays. Les répercussions furent immédiates. Jordan fut suspendu de l'équipe et, quelques jours plus tard, officiellement renvoyé de l'organisation. Les sponsors rompirent leur contrat, les marques le retirèrent des campagnes publicitaires et des contrats de plusieurs millions de dollars furent annulés. La carrière apparemment intouchable s'effondra en quelques jours. D'anciennes vidéos refirent surface, révélant des commentaires inappropriés lors d'interviews passées et des comportements autrefois négligés, mais désormais vus sous un nouveau jour. La même foule qui l'acclamait autrefois sur le terrain exigeait désormais justice, et le nom de Jordan Blake devint synonyme de scandale et d'abus de pouvoir. L'idole était tombée, et sa chute fut publique, assourdissante et définitive. Rebecca lut chaque ligne des articles avec un nœud dans la poitrine. Les photos, les captures d'écran et les témoignages semblaient démanteler le fantasme qu'elle avait elle-même nourri des années plus tôt. Assise à la table de sa cuisine, le téléphone à la main, elle ressentit un mélange de honte, de culpabilité et d'incrédulité. Elle fixa l'écran en silence et, pour la première fois, laissa échapper à voix haute la question qu'elle réprimait depuis des années. Qu'ai-je fait de ma vie? Il était trop tard pour faire marche arrière, et il ne lui restait plus qu'à vivre avec la certitude qu'en échangeant la stabilité contre une impulsion, elle avait tout perdu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. À la prochaine fois.